comment notre esprit, si à l'aise pour décortiquer ce qui est stable, ce qui est figé, peut-il vraiment saisir quelque chose d'aussi insaisissable, d'aussi changeant que la vie elle-même? C'est une question vertigineuse, je trouve, et ça nous plonge direct au cœur de notre discussion d'aujourd'hui. Hmm. On va explorer ensemble les idées d'Henri Bergson, en s'appuyant surtout sur son œuvre majeure, L'évolution créatrice. C'est un texte qui a vraiment fait l'effet d'une bombe à sa sortie en 1907. Ah oui, clairement. Bergson y propose une manière radicalement différente de penser l'évolution, bien sûr, mais aussi le temps, la connaissance, enfin, notre rapport au réel, quoi. C'est ça. L'idée, aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ensemble quelques concepts clés de Bergson. Surtout sa critique de notre intelligence logique face au vivant, et puis ce concept absolument central chez lui, la durée. Vous allez voir, ça bouscule pas mal nos habitudes de pensée. Mhm. Ok, alors, déballons ça. Effectivement. Le point de départ de Bergson, c'est un constat assez simple en fait, mais avec des conséquences immenses. Notre intelligence, telle qu'elle s'est développée, c'est avant tout un outil pratique. Pratique, oui. Elle est faite pour agir sur le monde et surtout sur la matière solide, inerte. Et pour ça, elle a besoin de découper, de figer, de catégoriser, de transformer le flux continu du réel en objets séparés qu'on peut manipuler. D'accord. C'est super efficace pour fabriquer des outils, analyser des mécanismes. Oui, pour la technique, quoi. Voilà. Mais, et c'est là tout le problème selon lui, quand on applique cette même intelligence à la vie, qui est par essence fluidité, changement, création continue, on passe à côté de l'essentiel. On essaye de faire rentrer un liquide dans des boîtes solides. C'est un peu ça l'image. Exactement ça. C'est ce que dit Bergson. Nos outils mentaux habituels, pensés en termes d'unité claire, de multiplicité bien distincte, chercher partout des causes mécaniques simples, ou même imaginer un but final précis, tout ça, ça fonctionne mal avec le vivant. Ça colle pas. Il a cette image très forte, vouloir comprendre toute la vie avec notre seule intelligence, qui n'en est qu'un produit, c'est comme demander au galet laissé sur la plage de nous expliquer la forme de la vague qui l'apporta. Hmm. Oui, elle est belle cette image. Face à la complexité mouvante de la vie, il dit « tous les cadres craquent ». C'est quand même une affirmation assez radicale quand on y pense. Elle est, oui, parce qu'elle remet en cause la suprématie de l'intelligence logique comme l'outil unique de connaissance. Ce qui est fascinant ici, c'est de comprendre le diagnostic de Bergson. Il dit pas que l'intelligence est mauvaise, Non, non. Il dit qu'elle est spécialisée. Elle a été façonnée par la vie, au fil de l'évolution, pour nous permettre d'agir efficacement sur l'environnement matériel. Pensez à nos ancêtres qui fabriquaient des outils, qui planifiaient une chasse. Oui, l'action sur la matière. Voilà. L'intelligence excelle dans le découpage, l'analyse, la prévision basée sur la répétition. Son domaine de prédilection, c'est le spatialisé, le discontinu. Donc, quand on essaye de comprendre des phénomènes comme la conscience, l'évolution biologique, ou même juste le sentiment du temps qui passe, avec cette même logique du découpage, on risque de déformer ce qu'on observe. Précisément, on crée des paradoxes artificiels ou alors on réduit la richesse du phénomène à un schéma super simplifié qui en manque l'essence. C'est un peu comme essayer de comprendre une mélodie en analysant séparément chaque note. Ah oui, bonne analogie. Et l'intervalle qui la sépare de la suivante. On aura la structure, ok, mais on aura perdu la mélodie elle-même, son élan, son unité fluide. L'outil qui est parfait pour démonter une machine, en fait, il dénature le vivant en le traitant comme une machine. C'est exactement ça. Et c'est justement pour essayer de saisir cette fluidité perdue que Bergson introduit son concept phare, la durée réelle. Alors là, attention. Oui, là on entre dans le vif du sujet. Ce n'est pas du tout le temps dont on parle tous les jours. Le temps de la montre, le temps scientifique découpé en secondes, minutes, heures, toutes identiques, interchangeables. Le temps spatialisé, comme il dit. Voilà, ce temps-là, Bergson dit que c'est une sorte de ligne sur laquelle on place des points. La durée, c'est autre chose. C'est le temps tel qu'on le vit de l'intérieur, un flux continu, où les moments ne sont pas juste posés les uns à côté des autres, mais ils s'interpénètrent, ils se fondent les uns dans les autres. Mhm. Le passé n'est pas mort, il se conserve et il s'ajoute au présent, faisant grossir l'expérience vécue. Il utilise cette image célèbre de la boule de neige. Et c'est ça. Ici, ça devient vraiment intéressant. Tout à fait. La durée, c'est l'expérience directe du changement qualitatif continu. Même quand rien ne semble se passer à l'extérieur, notre conscience, elle, change sans cesse. Pourquoi ? Parce que notre mémoire est constamment à l'œuvre. Ah oui, Chaque nouveau moment hérite de tous les moments précédents. L'écoute d'une mélodie, justement,
La perception de chaque note est colorée par le souvenir des notes qui ont précédé. C'est vrai. Bergson écrit quelque chose comme « Notre état d'âme s'enfle continuellement de la durée qu'il ramasse ». Ce qu'on perçoit comme des ruptures, des états distincts dans notre vie intérieure, c'est souvent le résultat d'une focalisation de notre attention qui découpe artificiellement ce flux. Mais en profondeur, c'est une continuité vivante. C'est difficile à saisir quand même cette idée que même un état apparemment stable, comme, je sais pas, contempler un paysage, est en fait un changement continu. C'est contre-intuitif parce que notre langage et notre pensée sont orientés vers le stable, le figé. Mais pensez-y, votre perception du paysage à l'instant T plus 1, elle n'est pas identique à celle de l'instant T. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'elle est enrichie ou modifiée par la seconde de contemplation qui vient de s'écouler, par les pensées fugaces qui l'ont accompagnée, peut-être par la légère fatigue qui s'installe. La durée, c'est cette accumulation qualitative incessante. D'accord, je vois mieux. Et ça a une conséquence énorme. Si le passé s'accumule et colore le présent de façon unique à chaque instant, alors le futur n'est pas entièrement prévisible. Ah, Il y a une part de nouveauté radicale, de création, qui est inhérente au temps vécu. La durée, c'est pas un simple cadre abstrait, c'est, comme dit Bergson, du vécu. C'est la substance même de notre conscience et pour lui, de la vie en général. et cette idée de création continue, ça nous amène logiquement à sa vision de l'évolution biologique, qui est aussi très originale, très bergsonienne, quoi. Oui, tout à fait. Bergson s'oppose aux deux grandes théories de son époque. D'un côté, le mécanisme pur, genre darwinisme simplifié, qui voit l'évolution comme le résultat du hasard des mutations et de la sélection naturelle, une sorte d'adaptation passive. Mhm. De l'autre, le finalisme, qui imagine un plan préétabli, un but vers lequel toute l'évolution tendrait. Et Bergson, lui, il propose une troisième voie. Exactement. Pour lui, l'évolution est animée par un élan vital, une sorte de poussée créatrice originelle. Attention, ce n'est pas un plan détaillé, hein. D'accord. C'est plutôt une impulsion fondamentale à créer, à introduire de plus en plus de complexité et d'indétermination dans la matière. C'est une création qui se poursuit sans fin. L'analogie qu'il utilise souvent, c'est celle de l'artiste. L'artiste, oui. Un peintre devant sa toile. Il a une intention générale, une inspiration peut-être, mais le tableau se crée au fur et à mesure. Chaque coup de pinceau ouvre de nouvelles possibilités et contraint les suivantes. Le résultat final, il était écrit nulle part à l'avance. J'aime beaucoup cette citation qui l'applique aussi à l'individu. Ce que nous faisons dépend de ce que nous sommes, mais il faut ajouter que nous sommes, dans une certaine mesure, ce que nous faisons et que nous nous créons continuellement nous-mêmes. Ça relie directement cette vision un peu cosmique de l'élan vital à notre propre expérience de la liberté, de l'action. C'est tout à fait ça. Mais cet élan vital, c'est plus qu'une belle image pour Bergson. Ce n'est pas un concept un peu mystique. On lui a reproché, non? Oui, c'est une question légitime et il a été critiqué pour ça, bien sûr. Mais il faut comprendre que l'élan vital, c'est pas une entité séparée, une sorte de dieu caché qui tire les ficelles. C'est plutôt le nom qu'il donne à la tendance fondamentale qu'il observe dans le vivant. Une tendance. Oui, une tendance à la croissance, à la complexification, à l'invention de formes nouvelles, qui semble aller au-delà de la simple nécessité physico-chimique. Mais, et ça c'est crucial, cet élan n'est pas tout-puissant. Il se heurte constamment à la résistance de la matière brute, inerte. Ah, d'accord. L'évolution, c'est l'histoire de cette lutte, en quelque sorte, de cette négociation entre l'élan créateur et les contraintes matérielles. Donc c'est pas une progression triomphale et linéaire comme on l'imagine parfois. Pas du tout. Cette confrontation avec la matière, elle oblige l'élan à se diviser, à emprunter des voies multiples, divergentes, pour contourner les obstacles. L'exemple le plus frappant qu'il analyse, c'est la grande bifurcation entre le règne végétal et le règne animal. Oui. Les plantes se spécialisent dans l'accumulation patiente d'énergie, la photosynthèse. Elles adoptent une vie fixée, une sorte de torpeur consciente. Les animaux, eux, développent la mobilité, la capacité à dépenser cette énergie de manière explosive pour agir sur l'environnement. Intéressant. Mais même au sein de ces grandes lignes, l'évolution est faite d'essais, d'erreurs, d'impasses, parfois de régressions. L'harmonie qu'on observe parfois dans la nature, elle est précaire. Elle côtoie constamment le désordre, l'antagonisme, la lutte. C'est une création foisonnante, oui, mais aussi parfois chaotique et inaboutie. Et au sein de la lignée animale, alors, il distingue deux grandes stratégies de développement de la conscience ou de l'activité psychique, l'intelligence et l'instinct. Oui, ce sont comme deux solutions différentes au problème de l'action efficace sur le monde.
L'instinct atteint son sommet chez les insectes sociaux, les fourmis, les abeilles, la lignée des arthropodes. L'intelligence, elle, culmine chez l'homme, la lignée des vertébrés. Et comment il les définit précisément? Alors, l'instinct achevé, c'est la faculté d'utiliser, et même de construire, des instruments organisés, c'est-à-dire des parties du corps spécialisées pour une action donnée, le dard de l'abeille, les mandibules de la fourmi. Ah oui, l'outil fait partie du corps. Exactement. Et cette faculté, elle implique une connaissance innée, souvent inconsciente, mais très précise, de choses particulières et de la manière d'interagir avec elles. Et l'intelligence, à l'inverse? L'intelligence achevée, c'est la faculté de fabriquer et d'employer des instruments inorganisés, c'est-à-dire des outils artificiels, externes au corps, un silex taillé, un ordinateur. Nos outils, quoi. Voilà. Son point fort, c'est pas la connaissance innée de choses, mais la compréhension de rapports, de formes logiques vides. Si A, alors B, cause à effet, moyen en vue d'une fin, qu'elle peut appliquer à une infinité d'objets et de situations différentes. C'est ce qui donne la souplesse. Ouais, c'est ce qui lui donne sa flexibilité incroyable, sa capacité d'adaptation et potentiellement une plus grande liberté. C'est pourquoi Bergson définit l'homme non pas d'abord comme Homo sapiens, l'être qui sait, mais comme Homo faber. L'être qui fabrique. Ça, l'être qui fabrique des outils. Donc, notre intelligence, c'est fondamentalement celle de l'artisan, du technicien. Dans son essence, oui, c'est une intelligence tournée vers l'action sur la matière via la fabrication d'outils. Bon, bien sûr, elle a ensuite évolué vers l'abstraction, la science, la philosophie, mais sa structure fondamentale reste marquée par cette origine pratique. D'accord. Bergson insiste aussi sur le fait qu'instinct et intelligence ne sont jamais totalement purs dans la nature. Il y a de l'intelligence chez l'animal, un singe qui utilise une branche comme outil, et des franges d'instinct chez l'homme, comme nos réflexes, certaines intuitions sociales. Ils proviennent d'un fond commun et ils s'interpénètrent. Une autre critique très célèbre de Bergson vise notre manière habituelle de penser le changement. Il l'appelle la pensée cinématographique. L'image est assez parlante, surtout aujourd'hui. Ah oui, elle est excellente, cette image. Et elle est au cœur de sa critique de l'intelligence face au mouvement et à la durée. Comment fonctionne notre intelligence quand elle veut comprendre quelque chose qui change? Elle découpe. Voilà, elle prend une série de clichés instantanés, de vues fixes sur la réalité en mouvement. Un peu comme les photogrammes d'un film. Elle analyse chaque état stable, chaque position, chaque forme arrêtée. D'accord. Ensuite, pour reconstituer le mouvement, elle juxtapose ces instantanés très rapidement, créant l'illusion du flux continu. Notre intelligence se représente le devenir comme une série d'états, dit Bergson. Un peu comme quand on scrolle frénétiquement sur un fil d'actualité ou sur TikTok, peut-être. Une succession d'images fixes ou de très courtes vidéos qui donnent une impression de mouvement global, mais où chaque élément est isolé. C'est une analogie contemporaine intéressante, oui. L'idée fondamentale est la même. On remplace la fluidité réelle par une succession de discontinuités. Bergson prend l'exemple des vieux paradoxes de Zénon, Délé. Achille et la tortue. Exactement. Zénon montrait qu'en décomposant le mouvement en une infinité de points immobiles, on arrive à la conclusion absurde qu'Achille ne peut jamais rattraper la tortue. Pour Bergson, l'erreur n'est pas dans la logique de Zénon, elle est dans la prémisse même, vouloir reconstituer le mouvement qui est indivisible en additionnant des immobilités, des positions. On manque le passage. On manque la transition, le passage qui est l'essence même du mouvement. Et il soutient que même la science moderne, malgré sa puissance mathématique et sa capacité à mesurer le temps avec une précision folle, reste fondamentalement cinématographique. Ah oui, même la science. Oui, parce qu'elle analyse le changement en le décrivant par des équations qui relient des états successifs, aussi rapprochés soient-ils. Elle excelle à décrire la trajectoire, mais elle manque le mobile, l'acte simple et indivisible de se mouvoir. C'est assez vertigineux quand on y pense. Si notre outil principal de compréhension, l'intelligence, fonctionne comme ça, en découpant et en figeant, alors comment faire pour saisir cette fameuse durée, ce flux continu de la vie et de la conscience? Bergson propose une issue, une autre voie. Oui, et c'est là qu'intervient le concept d'intuition. Face aux limites de l'intelligence analytique, Bergson postule l'existence, ou du moins la possibilité, d'une autre faculté de connaissance, qu'il nomme intuition. Alors attention, C'est pas le feeling? non, ce n'est pas l'intuition au sens commun de pressentiment vague. C'est quelque chose de plus précis et de plus exigeant. Il la décrit comme une sorte de sympathie intellectuelle. Sympathie intellectuelle. Oui, un effort pour se transporter à l'intérieur de l'objet étudié,
que ce soit une autre conscience, une œuvre d'art, ou même le flux de sa propre vie intérieure, afin de coïncider avec ce qu'il a d'unique et d'inexprimable par des concepts généraux. C'est un effort pour remonter la pente naturelle de l'intelligence, qui tend toujours à extérioriser, à analyser, à traduire en symboles. Une sympathie intellectuelle, c'est une belle expression. Mais est-ce que c'est fiable? Ce n'est pas juste une question de sentiments subjectifs, difficiles à communiquer ou à vérifier? C'est tout le défi. Bergson admet que l'intuition est difficile et est fugace. Il ne fournit pas des résultats aussi clairs et distincts que l'analyse intellectuelle. Elle ne donne pas des concepts, mais une coïncidence, une vision directe, mais souvent difficile à traduire en mots. L'exemple qu'il privilégie, c'est celui de l'expérience esthétique. Ah oui! La manière dont on peut saisir l'intention profonde d'un artiste, l'élan créateur derrière une œuvre, au-delà de l'analyse technique de ses composantes. Il pense aussi que c'est par une forme d'intuition que les grands métaphysiciens ont parfois saisi des aspects profonds du réel. Mais ce n'est pas une méthode facile, hein. C'est un effort constant pour tordre l'intelligence contre son usage habituel. Elle remplace pas l'intelligence alors? Non, surtout pas. L'intelligence reste indispensable pour vérifier, pour communiquer, pour agir. Mais elle doit être complétée par l'intuition si l'on veut atteindre le réel dans sa mobilité. Bergson va même plus loin dans sa critique de nos habitudes mentales, non? Il s'attaque à des idées qui nous semblent évidentes, comme l'idée de néant absolu ou de désordre absolu. Il suggère que ce sont peut-être des illusions de notre esprit, des pseudo-idées. Exactement, c'est le terme qu'il emploie, des pseudo-idées, des concepts vides qui ne correspondent à aucune réalité pensable. Prenons le désordre. Quand on dit qu'une chambre est en désordre, Ce qui arrive souvent. voilà, on ne veut pas dire qu'il y a une absence totale d'ordre, mais c'est simplement l'absence de l'ordre qu'on attendait, l'ordre fonctionnel, géométrique. En réalité, il y a toujours un ordre, même si c'est celui des objets tombés au hasard selon les lois de la physique. Le désordre absolu, une absence de toute forme d'ordre, c'est impensable et inobservable. C'est toujours la déception d'un ordre particulier qu'on ne trouve pas. Et pour le néant, le vide absolu, c'est encore plus fort, ça. C'est encore plus radical, oui. Bergson soutient que l'idée d'un néant absolu, d'une absence totale d'être, est une construction psychologique. Elle viendrait de notre capacité à nier successivement chaque chose existante. Pas ceci, pas cela. Mais supprimer en pensée une chose, ce n'est pas poser une absence d'être, c'est la remplacer par une autre chose, ou au moins par la conscience qui effectue la suppression. Subtil. L'idée de néant viendrait aussi de notre expérience de l'action. On part souvent d'un manque, d'un désir, pour créer quelque chose. Et on projette alors cette idée de manque initiale sur l'univers entier. Pour Bergson, c'est une illusion. Il n'y a que de l'être, de la plénitude. Le néant est un mot, un outil logique utile pour l'action peut-être, mais pas une réalité. Il nous invite à affirmer l'être directement, sans passer par ce fantôme de néant, comme il dit. C'est radical, en effet. Affirmer la plénitude de l'être contre l'idée angoissante du vide. Bon, alors, si on essaye de rassembler un peu les fils de tout ça, on a la critique de l'intelligence, super outil pour le solide, mais qui fige le vivant. On a la durée, ce temps vécu, continu, créateur, qui est la vraie étoffe du réel. On a l'évolution comme un élan vital, créatif, mais qui lutte contre la matière. La divergence entre instinct, le savoir-faire inné sur les choses, et intelligence, le savoir-faire acquis sur les rapports via les outils. Et enfin, cette pensée cinématographique qui découpe le flux, complétée par l'appel à une intuition qui essaye de le ressaisir. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Quelles sont les grandes implications? Les applications sont multiples, je crois. D'abord, une transformation de notre rapport au temps. Il est plus vu comme une contrainte extérieure ou une mesure neutre, mais comme la source même de la nouveauté et de la liberté dans l'univers. Le passé n'est pas aboli, il agit dans le présent. Ça, c'est fort. Ensuite, une vision de la vie comme un processus dynamique, inventif, imprévisible, qui s'oppose radicalement à toute vision purement mécaniste ou déterministe. La vie, c'est fondamentalement, pour Bergson, l'insertion de l'indétermination dans la nécessité matérielle. Créer du jeu dans la machine, en quelque sorte. C'est un peu ça, oui. Et enfin, c'est une réflexion sur la connaissance elle-même. L'analyse intellectuelle est indispensable, bien sûr, mais elle doit être complétée, peut-être éclairée, par une forme d'intuition si l'on veut approcher la réalité vivante sans la figer, sans la tuer. C'est un appel à être attentif non seulement aux résultats, mais aussi au processus, aux élans, aux dynamiques. Et pour laisser chacun repartir avec une matière à réflexion.
Si notre manière habituelle de penser est cinématographique, si elle découpe sans cesse le flux de l'expérience en instants figés pour mieux l'analyser, quels aspects essentiels de notre propre vie, de notre propre durée intérieure, pourrions-nous être en train de manquer au quotidien? Hmm. Pour le dire autrement, si nous sommes, comme le suggère Bergson, continuellement en train de nous créer nous-mêmes dans cette durée qui s'accumule, quelle part de liberté et de nouveauté inattendue cela ouvre-t-il, même dans les routines les plus installées? Voilà peut-être une piste à explorer en essayant, juste un instant, de sentir le flux plutôt que de compter les gouttes.